Bienvenue dans le royaume intérieur, je suis votre hôte Julie Descamps. Aujourd'hui, je suis encore très heureuse de me tourner une fois de plus vers Neville Goddard pour vous présenter un de ses merveilleux enseignements intitulé « Le pouvoir de la conscience » qu'il avait délivré en 1953. Traduction et narration par Julie Descamps. Le pouvoir de la conscience. Je pense que vous savez à quel point je suis ravie d'être de retour ici, car c'est la seule plateforme qui m'accorde une liberté totale. Vous le savez, le docteur Bayles ne m'a jamais restreint ni même suggéré une quelconque condition. Il me donne une liberté totale de cette plateforme et pour cela, je suis vraiment très heureux car je ne pourrais pas être ici sans lui. Maintenant, je vous ai apporté cette année une série entièrement nouvelle. J'ai nommé cette première « Le pouvoir de la conscience » parce qu'elle est la pierre angulaire sur laquelle repose toute la structure. Rien ne s'est produit au cours de l'année écoulée pour ébranler cette fondation. Beaucoup de choses se sont produites, beaucoup de révélations, beaucoup d'expériences, et pourtant, la fondation reste intacte. Pour ceux qui ne connaissent pas cette fondation, nous affirmons que la conscience est la seule et unique réalité. Donc, si vous appelez Dieu la réalité ultime, c'est le nom que nous donnons à cette réalité ultime. Nous disons donc que la conscience est Dieu. Nous disons que la conscience en action est l'imagination. Et si la conscience en action ou Dieu en action est le Fils qui témoigne son Père, alors nous arrivons à la conclusion que l'imagination est ce Fils. Nous n'avons rien eu cette année, comme je vous le dis, qui puisse troubler cette conviction profonde. Nous considérons le monde comme, je dirais, une manifestation de la conscience. Et l'ensemble des vastes conditions des hommes, mais des révélations des états de conscience individuels. Encore, nous considérons le monde comme, je dirais, une manifestation de la conscience et l'ensemble des vastes conditions des hommes comme des révélations des états de conscience individuels. Nous faisons la distinction entre l'identité individuelle et l'état de conscience qu'elle occupe. Vous êtes un être éternel.
le vrai toit est le toit imaginaire, personnifié pour nous dans notre évangile comme le Christ Jésus, mais l'homme ne le sait pas. Mais c'est votre être réel. Cet être est votre merveilleuse imagination. Encore, nous faisons la distinction entre l'identité individuelle et l'état de conscience qu'elle occupe. Vous êtes un être éternel. Le vrai vous est le vous imaginaire, personnifié pour nous dans notre évangile comme le Christ Jésus, mais l'homme ne le sait pas. Mais c'est votre être réel. Cet être est votre merveilleuse imagination. Lorsque nous parlons de la révélation de l'état, nous voulons simplement dire que l'état dans lequel le vrai vous demeure pendant un moment s'objecte comme la condition et les circonstances de votre vie. Si vous n'êtes pas satisfait des conditions de vie, il n'y a aucun moyen de les changer à moins que vous ne changiez d'abord l'état à partir duquel vous observez le monde. Waouh! Car l'état à partir duquel un homme observe le monde détermine le monde que l'homme décrit. En effet, le monde décrit à partir de l'observation doit être tel qu'il est décrit, relatif à l'observateur qui le décrit. Waouh! Encore. Lorsque nous parlons de la révélation de l'état, nous voulons simplement dire que l'état dans lequel le vrai vous demeure pendant un moment s'objective comme la condition et les circonstances de votre vie. Si vous n'êtes pas satisfait des conditions de vie, il n'y a aucun moyen de les changer, à moins que vous ne changiez d'abord l'état à partir duquel vous observez le monde. Car l'état à partir duquel un homme observe le monde détermine le monde que l'homme décrit. En effet, le monde décrit à partir de l'observation doit être tel qu'il est décrit, relatif à l'observateur qui le décrit. D'une manière très simple, si je vous demandais maintenant où se trouve San Diego, vous répondriez à peu près, je dirais, à environ 130 km d'ici. Et puis, je vous pose une autre question. Où est Santa Barbara? Et vous répondez à environ 100 km d'ici. D'une manière très simple,
Si je vous demandais maintenant où se trouve San Diego, vous répondriez à peu près, je dirais, à environ 130 km d'ici. Et puis, je vous pose une autre question. Où est Santa Barbara? Et vous répondez à environ 100 km d'ici. Eh bien, je n'ai pas besoin d'être un Einstein pour vous dire où vous êtes, car si vous me dites où sont ces deux-là et que l'un est à 100 000 et que l'un est à 100 km d'ici par rapport à vous et l'autre à 130 km d'ici par rapport à vous, je sais que vous devez être quelque part dans les environs de cette ville de Los Angeles. La même loi s'applique à toute description que vous faites du monde. Si je vous demande de décrire votre monde socialement et que j'écoute attentivement votre description du monde, vous me révélez votre position dans le monde social. Si je vous demande de le décrire intellectuellement, financièrement, spirituellement, vous ne le savez peut-être pas, mais la description que vous faites du monde est révélatrice pour moi qui écoute, ou pour vous-même si vous êtes attentif. Cet état de conscience particulier à partir duquel vous voyez le monde. Et vous continuerez à voir le monde tel que vous le voyez maintenant, à moins que vous ne changiez votre état de conscience. Waouh! Il y a maintenant certains mots qui, au cours d'une longue utilisation, acquièrent de très nombreuses connotations étranges. Et donc, au fil du temps, ils cessent de signifier quoi que ce soit. Un tel mot est le subconscient. Un tel mot est aussi, et ne soyez pas choqués, un tel mot est Jésus-Christ. Personne n'a la même opinion du mot, la même définition ou le même état d'esprit. Examinons maintenant le mot subconscient et voyons comment il est défini pour nous. C'est la définition qui nous est donnée dans tout bon dictionnaire. Il s'agit de la partie de l'état mental qui n'est pas directement au centre de la conscience, mais qui peut être appelée à ce centre par le stimulus approprié. Encore, le subconscient est la partie de l'état mental qui n'est pas directement au centre de la conscience, mais qui peut être appelé à ce centre par le stimulus approprié. Quelle est la définition de ce fabuleux royaume?
Examinons maintenant la revendication de ce royaume. Nos scientifiques, psychiatres et psychologues d'aujourd'hui se réfèrent à cette région comme étant la puissance créatrice de l'homme. Que tout dans le monde de l'homme est déterminé par les activités du subconscient. Que l'homme lui-même n'a absolument aucun contrôle sur les activités de cette région à moins qu'il n'entre d'abord en relation avec elle. Encore. Telle est la définition de ce fabuleux royaume. Examinons maintenant la revendication de ce royaume. Nos scientifiques, psychiatres et psychologues d'aujourd'hui se réfèrent à cette région comme étant la puissance créatrice de l'homme. Que tout dans le monde de l'homme est déterminé par les activités du subconscient. Que l'homme lui-même n'a absolument aucun contrôle sur les activités de cette région, à moins qu'il n'entre d'abord en relation avec elle. Wow! Car voici une région qu'ils appellent le subconscient, d'autres l'appellent inconscient, et d'autres encore la qualifient d'inconscient collectif. Mais ils revendiquent pour elle une puissance créatrice qui façonne le monde extérieur en harmonie avec l'arrangement intérieur de son moi. Wow! Ainsi, il lui donne une structure, il lui donne une réalité, il lui donne une forme et ils prétendent que sa structure détermine la structure extérieure que nous observons et que nous appelons la seule réalité. Que toute modification de la structure interne de cette région profonde entraîne des changements correspondants dans le monde objectif extérieur. Mais il nous laisse alors à la merci des TI, à moins que nous ne trouvions l'astuce pour entrer en relation avec elle. Waouh! Très profond. Je reprends. Car voici une région qu'ils appellent le subconscient, d'autres l'appellent inconscient, et d'autres encore la qualifient d'inconscient collectif, mais ils revendiquent pour elle une puissance créatrice qui façonne le monde extérieur en harmonie avec l'arrangement intérieur de son moi. Ainsi, il lui donne une structure, il lui donne une réalité, il lui donne une forme et ils prétendent que sa structure détermine la structure extérieure que nous observons et que nous appelons la seule réalité. Que toute modification
de la structure interne de cette région profonde entraîne des changements correspondants dans le monde objectif extérieur. Mais il nous laisse alors à la merci des TI, à moins que nous ne trouvions l'astuce pour entrer en relation avec elles. Ici, TI, c'est juste technique de l'information. Donc la dernière phrase. Mais il nous laisse alors à la merci des techniques de l'information, à moins que nous ne trouvions l'astuce pour entrer en relation avec elles.